Il y a des femmes qui sont recettes de cuisine, d'autres qui sont maquillage et d'autres qui pleurent devant la télévision. Autant d'y croire, la nôtre, c'est qu'est qui dit le journal officiel. Et le journal officiel du 16 octobre 2016, c'est « Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du traité de l'Atlantique Nord, signé à Paris le 28 août 1952 ». J'ai à peine lu le titre et j'ai déjà soif. Alors tout d'abord, nous allons revenir sur la création de l'OTAN et quelle a été l'implication de la France dans l'organisation. Puis nous allons voir ce qui a changé depuis l'arrivée au pouvoir de Charles de Gaulle. Nous regarderons l'évolution géostratégique et la prise de position de la France. Et pour finir, nous verrons ce qu'en pense notre « Qu'est qui dit le journal officiel ?» tout un programme. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le journal officiel, c'est la publication officielle de l'État français qui édite tous les jours les nouvelles lois, décrets et tout ce qu'on ne lit jamais. À part notre copine de « Qu'est qui dit le journal officiel ?» Alors le journal officiel est venu nous rappeler que les vaches, elles aussi, ont le droit d'être gâtées. Bientôt, elles verront passer autre chose que des trains dans les verts pâturages et que si ça ne leur plaît pas, eh bien, elles n'ont qu'à faire. On leur a rien demandé, comme à ceux qui font. C'est pareil. Le 14 octobre a été décidé par nos parlementaires qui, comment, où nous recevrons sur le sol de France de jolis soldats de l'OTAN avec plein de galons qui brillent et des avions qui iront faire des frappes chirurgicales partout chez les méchants. Mais tout d'abord, c'est quoi l'OTAN? L'organisation du traité de l'Atlantique Nord est un pacte militaire signé le 4 avril 1949 à Washington par les pays qui se définissaient alors comme étant le monde libre. C'était en fait un paravent contre l'Union soviétique qui, en pleine guerre froide, aurait représenté une menace pour la paix. Avec l'équilibre des forces nucléaires et ce qu'on appelle MAD, Mutual Atomic Destruction, ou en d'autres termes, si tu bouges, je te vitrifie, eh bien on n'aura plus de conflit majeur jusqu'à présent. La construction européenne, elle, qui n'existait pas, ou s'occupera simplement d'agriculture pendant encore longtemps, n'aura donc pas été pour grand-chose dans cette paix durable. Ensuite, avec la chute du mur de Berlin et la dissolution de l'Union soviétique, on aurait pu croire deux choses. Tout d'abord, le respect de l'accord contesté, qui aurait été conclu entre les USA et le président Gorbatchev sur le désintéressement de l'OTAN pour les territoires de l'Europe de l'Est, à savoir pour les nuls en géographie que l'Europe de l'Est, c'est bien loin de l'Atlantique Nord. Et puis surtout, avec la disparition de l'ennemi naturel de l'OTAN, l'organisation aurait dû logiquement disparaître. Visiblement, l'histoire n'aura pas été celle-ci, puisqu'aujourd'hui, l'OTAN, c'est 28 pays unis par un lien défini dans son article 5. Les pays membres conviennent de considérer une attaque armée contre l'un d'eux, en Europe ou en Amérique du Nord, comme une attaque dirigée contre tous. C'est-à-dire, si un pays signataire est attaqué, eh bien les autres doivent sortir leurs baïonnettes. Interventions qui seront toujours placées sous le commandement de Washington, c'est le fameux commandement intégré, dans lequel la France est revenue en 2009. L'OTAN, ce sont aussi des accords de coopération économique et culturelle entre les 28. Certains parlent d'ailleurs d'hégémonie des États-Unis en tant que membre le plus puissant et donc le plus influent de l'Union. Et puis l'OTAN, ce sont désormais des ramifications jusqu'aux frontières même du nouvel ennemi naturel, la Russie, et des conflits armés un peu partout où l'on n'a jamais vu l'Atlantique Nord, mais on y reviendra. Alors qu'aujourd'hui les travaux de son nouveau siège à Bruxelles s'achèvent, le quartier général de l'OTAN est établi à partir de 1952 à Paris, tout d'abord au Palais de Chaillot, au pied de la Tour Eiffel, puis à la Porte Dauphine. Mais c'est aussi en France, à Rocancourt, qu'on établira le grand quartier général de l'OTAN en Europe. Alors si on rajoute les bases de l'armée de l'air américaine, celles de l'armée de l'air canadienne, les pistes de secours, les dépôts de munitions, génies, intendances, les hôpitaux et les bases navales, il y a eu rapidement comme un parfum de chewing-gum, de Jeep et de saxo de Glenn Miller sur tout l'Hexagone. Alors certains étaient contents car ils se sentaient protégés, et d'autres ne l'étaient pas, car ils ne se sentaient plus chez eux entre le jazz et la Java. Et parmi les plus connus des mécontents, eh bien, il y avait le président Charles de Gaulle. Enfin stratège, de Gaulle va vouloir à la fois couvrir ses arrières et redevenir libre de ses agissements. Alors, il va rester dans l'OTAN, au cas où, mais il va sortir du commandement intégré de l'organisation qui lui enlève toute liberté stratégique, diplomatique, de qui est son ennemi, qui ne l'est pas, mais aussi sur son industrie de défense. La volonté d'indépendance de Gaulle, on la connaît,
rétablissement des relations diplomatiques avec la Chine de Mao Tse-tung, réaffirmation de la place de la France dans la géopolitique mondiale, il se rend à Moscou et propose aux soviétiques de nous donner la main. Rappelle aux Américains qu'il n'y aura pas de solution militaire au Vietnam et donc qu'il ferait mieux de renoncer à la guerre. Et puis 1967 et le... Il fallait oser. Il signifia donc le 7 mars 1967 au président Johnson que la France recouvrait dès à présent sur son territoire l'entier exercice de sa souveraineté. Les réactions bien sûr furent partagées, avec l'Humanité dès le 8 mars 67 qui parle de désengagement et de coexistence pacifique, mais aussi des avis moins favorables comme dans le journal L'Aurore qui écrit « Au moment précis où les États-Unis sont engagés tout entiers dans la guerre du Vietnam, bastion avancé du monde libre en Asie, nous leur donnons un coup de poignard dans le dos. » Les militaires étrangers vont donc quitter l'Hexagone jusqu'à ce que le décret du 14 octobre 2016 ne vienne donner les modalités de leur prochain retour, et ce, sans que les Français n'aient été consultés. D'ailleurs, un décret dont l'entrée en vigueur aura été bizarrement anticipée au 11 septembre, et on ne sait pas pourquoi. Le temps a passé et nos hommes politiques qui se réclament pourtant du gaullisme vont être pris d'une soudaine amnésie. En décembre 1995, c'est Jacques Chirac, à peine président, qui réintègre le Conseil des ministres et le Conseil militaire de l'OTAN. Pendant ce temps-là, l'OTAN s'illustre au Kosovo en 1990, où elle intervient sans l'autorisation de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Une intervention qu'elle justifie en soulignant une épuration ethnique côté kosovar d'origine albanaise. Cependant, d'autres voix vont dénoncer les pilonnages intensifs avec près de 15 000 raids aériens sur des villages, des ponts, des hôpitaux et qui causeront des milliers de victimes. Loin de ces considérations, Nicolas Sarkozy, pourtant adepte du respect des référendums, va faire revenir la France dans le commandement intégré de l'OTAN en avril 2009, sans bien entendu demander quoi que ce soit aux Français. Désormais, c'est Washington qui pilote. Pour revenir à la case départ, il ne suffira plus que de rouvrir la porte aux militaires étrangers dans nos bases, ce que va s'empresser de faire François Hollande en avril 2016, toujours à l'écoute des Français. Le porte-avions Charles de Gaulle va être mis sous commandement américain lors de la lutte contre l'État islamique. Le monde libre et démocratique déclarera notre président, au taux de confiance calamiteux, homme mondial de l'année. Peut-on voir un lien de cause à effet dans tout ceci? À vous de décider. Pourtant, 8 ans avant, presque jour pour jour, il invita les députés à voter une motion de censure contre la réintégration voulue par Nicolas Sarkozy. Et il dit « Si notre pays reste l'allié et l'ami des États-Unis, ami ne veut pas dire soumis, et allié ne veut pas dire aligné. » Pour finir avec, dans toute démocratie digne de ce nom, de tels arbitrages auraient été rendus après un vaste débat public et avec un vote solennel du Parlement. Merci François. Il y aura bien eu le rapport d'Hubert Védrine, un ancien ministre des Affaires étrangères jusqu'en 2002, qui dira en novembre 2012 « Pour de nombreux pays dans le monde, la non-participation de la France au commandement intégré de l'OTAN était devenue le symbole d'une France non alignée et donc autonome par rapport aux États-Unis en politique étrangère. Quelle serait la politique industrielle française et européenne si on se laissait cannibaliser par le complexe militaro-industriel américain ? En janvier 2014, le président Hollande saisit donc le Conseil de l'Atlantique Nord d'une demande d'adhésion au protocole sur les statuts juridiques des quartiers généraux, ce signé en 1952. Laurent Fabius, son ministre des Affaires étrangères, déposera le projet de loi au Sénat 2 ans après, en procédure accélérée, et sera donc voté le 7 avril 2016 à l'Assemblée nationale. Et n'en déplaise à François Hollande, il n'y aura pas eu de vaste débat public dans une démocratie qui n'aura donc pas été digne de ce nom. Désormais, nous connaissons les statuts juridiques des quartiers généraux de l'OTAN sur notre territoire, nous savons où ils devraient être postés, Lille, Strasbourg, Toulon et Lyon, et nous connaissons les statuts juridiques des militaires étrangers sur notre sol. Reste une question en suspens, et c'est pas une paille, quel futur pour notre dissuasion nucléaire? D'ailleurs, une petite dernière pour la route, va-t-on pouvoir garder notre place de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, avec le droit de veto qui va avec, quand on sait que l'Union européenne aimerait bien y siéger? Alors quand on dit que la France est trop petite, il serait bon de se demander si on ne fait pas tout pour qu'elle le soit. Nous, autant d'y croire, sans tomber dans l'angélisme béat et l'antimilitarisme primaire, on se dit qu'au côté logique,
il va falloir revoir sa copie. L'OTAN a été fondée pour parer une hypothétique agression de l'URSS avec son pacte de Varsovie, on est d'accord. Mais le mur de Berlin est tombé le 9 novembre 1989, la fin de l'URSS arrivera 2 ans après, le 26 décembre 1991, et l'OTAN existe toujours. Alors pourquoi ? C'est comme à la fin d'un match de boxe. Plus d'adversaires, le public est parti, on a rangé les frites, mais toi tu restes sur le ring et tu frappes dans l'air comme un furieux. Alors si le but n'était pas contrer les soviétiques, pour quelle raison les Américains reviennent mettre leur Jeep dans nos champs de patates ? Et si on dit américain et pas otanien, c'est bien que tous les commandants suprêmes des forces alliées en Europe, ou sa sœur, enfin sa sœur, lui pas sa sœur, auront été américains depuis Eisenhower en avril 1951 jusqu'à Scaparotti en mai 2016, pas un seul Européen. Des commandants suprêmes nommés par le président des États-Unis, quand tous les commandements principaux sont aussi dans leurs mains. États-Unis qui annoncent leurs intentions dans le document du Pentagone qui date de 1992, Defense Planning Guidance, vous avez remarqué que je parle anglais très fluently, notre objectif majeur est d'empêcher la mainmise de quiconque sur des régions enfermant des ressources telles qu'elles lui permettraient de se hisser au rang de puissance mondiale. Ces régions comprennent l'Europe occidentale, l'Asie orientale, le territoire de l'ex-Union soviétique et l'Asie sud-occidentale. On respire. Cette même année 1992, où l'OTAN et l'Union européenne sont d'ailleurs devenus plus que partenaires, l'UE considérant dans l'article 42 du TUE que la défense commune de ses États membres participant à l'OTAN doit être réalisée dans le cadre de l'OTAN, c'est-à-dire que les clés de la maison sont données à Washington. D'ailleurs, l'Eurocorps, force embryonnaire de l'Union européenne, annonce sur son site internet que c'est une force, entre autres, pour l'OTAN. On a aussi écouté le documentaire d'Emmanuel Amara sur le scandale des armées secrètes de l'OTAN. En 2010, sur France 5, il va dépeindre ce qu'avant lui, l'ancien chef du gouvernement italien Andreotti aura révélé au monde comme étant une armée secrète européenne placée sous commandement de l'OTAN et des États-Unis. Tout un côté obscur luttant contre le communisme à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur des pays signataires du traité. Une armée responsable de manipulation, d'attentats, d'assassinats, une armée composée en Allemagne d'environ 25% d'anciens membres des services de renseignement SS, comme le dénonce d'ailleurs l'historien Erich Schmidt-Hennebaum. Qui se souvient de l'attentat à la bombe du 2 août 1982 à la gare de Bologne en Italie ? Un attentat qui fera 85 morts et plus de 200 blessés. Eh bien, l'enquête remontera jusqu'à l'armée secrète italienne Gladio, jusqu'à évoquer un terrorisme d'État. Attentat avec des explosifs qui provenaient des bases de l'OTAN, comme le dénoncera Ferdinando Imposimato, juge anti-mafia et président honoraire de la Cour de cassation italienne. Juge pour qui l'OTAN a eu un rôle négatif sur la dynamique démocratique en Italie, ainsi que sur d'autres pays d'Europe. Et lorsqu'il évoque les exercices militaires de l'OTAN qui se multiplient aux portes de la Russie, il dit qu'ils mettent en danger la paix et exposent l'Italie, entre autres, aux représailles des pays qui voudront forcément se défendre, et il termine par Per molti anni anch'io ho creduto in buona fede che la NATO fosse un'organizzazione difensiva della pace e della sicurezza. Non era così, mi sono sbagliato. On continue. Lorsqu'on regarde la carte des bases de l'OTAN qui se sont déployées aux frontières même de la Russie, alors qu'on se souvient qu'une promesse aurait été faite par Washington au président Gorbatchev pour que jamais elle n'avance d'un pouce vers les pays satellites de l'ex-URSS, eh bien on se demande qui a intérêt à attiser les tensions. Lorsqu'on regarde le nombre d'interventions de l'OTAN sans aucun mandat des Nations Unies, comment ne pas évacuer de nos pensées que nous sommes moins en présence d'une force de paix que d'une volonté d'intervention et de soumission des peuples? Alors il est possible qu'il y ait des témoignages bien plus flatteurs. Cependant, nous, Français, comment mettre de côté ce que dit notre ancien ministre des Affaires étrangères en poste de 88 à 93, Roland Dumas? La France, aujourd'hui, elle est considérée comme un pays n'ayant pas de véritable politique étrangère. C'est la politique de l'OTAN et c'est la politique des Américains derrière l'OTAN. Donc c'est cette politique qu'il faut changer. Si le gouvernement ne change pas, nous allons continuer à aller dans le mur. Comment ne pas prendre aussi en compte la crise de notre industrie française de l'armement? Parce que l'on soit pour ou que l'on soit contre, il faudra forcément avoir les moyens de notre défense. Notre appartenance à l'OTAN nous coûte déjà 220 millions d'euros simplement en contribution à son budget.
Mais que nous coûte vraiment ce club qui répond d'abord aux règles de celui qui l'a créé? Les Mistral, que la France n'a pas voulu livrer à la Russie, épisode unique qui nous a fait passer pour des acteurs commerciaux sans aucune parole, nous auront coûté très cher. N'était-ce pas en fait pour répondre aux attentes de Washington? Si nous n'avions pas appartenu à l'OTAN, nous aurions peut-être pu faire jouer notre indépendance et commercer avec qui bon nous semblait. D'ailleurs, pour l'affaire des 50 hélicoptères Caracal, ce que la Pologne a mis au placard préférant l'offre des États-Unis, ne peut-on pas y voir aussi la mainmise du maître sur ses subordonnés? Un dossier préoccupant d'une désunion plutôt que d'une union qui va créer plus de 500 licenciements chez Airbus. Alors aujourd'hui, la France s'apprête à recevoir sur son sol une alliance militaire dont nous ne savons plus quels sont les buts véritables et quels sont les avantages que nous en tirerons. Pour coller au plus près de l'actualité, le futur président américain Donald Trump semble se poser la même question. Avant son élection en novembre, il remettait en cause une alliance atlantique obsolète et dépassée qui coûte cher aux Américains jusqu'à menacer de s'en désengager. Quelle serait alors la réalité du protocole signé par nos parlementaires le 14 octobre 2016? Wait and see. Au sortir de tous ces témoignages, il nous restera la conclusion du député Les Républicains Nicolas Dhuicq lors d'une commission de travail à l'Assemblée nationale en mars 2016, alors qu'il répondait à sa collègue Nathalie Niaison. Nous voyons bien quelle est la logique anglo-saxonne guerrière fondée sur la propagande éhontée dénonçant le supposé retour de la puissance russe. Je ne suis absolument pas rassuré par vos allégations, c'est totalement inefficace, c'est même dangereux, et il serait de salut public de rejeter ce traité. Alors avec tout ça, à vous de vous faire votre propre idée sur le pourquoi du comment, de tout ce qu'on nous dit, comment on nous le dit, et tout ce qu'on nous cache. Nous, autant d'y croire, nous venons simplement vous rappeler ce qui est écrit.